C'est bien. Oh là là, je vais pas y laisser, c'est pas installé. Attention, il arrive. Bon, les vacances c'est fini, vous entendez? Maintenant on va faire des vraies vidéos avec des vraies nouveautés. C'est compris, tas de punaises? Chef, oui, chef. Ok, alors pour commencer, premier point, interdiction de passer derrière la caméra. Y'a quelque chose qui te fait rire? Chef, non, chef. Ok, parce que j'ai cru. Tu vas aller me trier tous les dés de jeu de rôle par couleur et par taille. Chef, oui, chef. Et un dernier point, qui est la personne responsable du sketch Jackson et Jackson? C'est Johnson et Johnson, chef. Ah, je crois que j'ai trouvé mon petit malin. Tu t'es trouvé drôle avec ce sketch peut-être? Chef, oui, chef. Eh ben t'as raison, c'était un très bon sketch. Alors tu vas m'en tourner un autre. Chef, oui, chef. Et toi, qu'est-ce que tu fous encore là, l'Instagram? Tu crois qu'elle sert tout seul? Oui, j'y vais, chef. Ah, quel plaisir de revenir quand même. J'espère que je leur ai manqué autant qu'ils m'ont manqué. Alors comme ça, j'apprends qu'on a 4000 abonnés maintenant. Bah c'est vachement bien. Bonjour à vous et bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux, toute refaite. Oui. Avec des très belles couleurs. Je suis de retour de vacances et très heureux de retrouver toute l'équipe et vous-même pour cette vidéo du vendredi, beaucoup plus chargée que ce que vous avez connu sur le mois d'août. Yes. Donc on va tout de suite commencer parce que vous connaissez le principe, c'est d'être concis et rapide. Alors tout de suite, c'est une boîte très attendue. C'est Hero Realms, le village perdu. Pour ceux qui ne connaissent pas Hero Realms, très vite, c'est un deck building. On va s'affronter un petit peu à la Magic comme ça. On va devoir taper son adversaire, lui faire baisser ses points de vie. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'il peut être joué en compétitif, mais également avec l'arrivée de la ruine de Tandar. En coopératif, où vous pouviez faire rentrer un de vos petits héros. Par exemple, tiens, je prends le voleur, j'ai mon deck de départ du voleur, et je le faisais rentrer dans la ruine de Tandar. Évidemment, voici la suite, le village perdu, qui ne doit être joué que si vous avez joué la ruine de Tandar, et si vous avez upgradé un petit peu votre personnage, parce que dans la ruine de Tandar, on pouvait customiser son personnage, qu'il ait des sorts plus forts si on était le sorcier, etc. Voici donc le village perdu, pour tous ceux qui avaient aimé la ruine de Tandar, et qui l'avaient déjà trouvé très difficile. Et ben c'est encore plus difficile, paraît-il. C'est disponible à partir d'aujourd'hui au magasin, on est très content. Ensuite, bah, très vite, le petit Smash Up. Smash Up, c'est un jeu un peu de tatane comme ça, où on va prendre plusieurs factions, les mélanger et attaquer des bases qui sont des cartes en fait pour nous rapporter des points de victoire. Il y a beaucoup de boîtes de Smash Up. Et voici la dernière. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il s'était pas rappelé à notre mémoire ce Smash Up. Voici donc la tournée mondiale incident diplomatique. Pourquoi? Parce que on a 4 pays différents qui vont s'affronter. Les Canadiens montés sur leurs chevaux, les luchadors mexicains, les mousquetaires français et les sumo japonais. On est vraiment dans les classiques et aussi dans les clichés, comme c'est le faire Smash Up. Voilà. J'ajoute juste qu'avec une extension, on peut jouer déjà, mais tout que à fait, à deux. Exactement. Donc c'est très sympa. Ça peut permettre de découvrir le jeu et on peut jouer qu'à deux, et sans ça, on les rajoute, hop, à la boîte de base. Le jeu de baston qui claque, Smash Up. Ensuite, en face, nous avons la vallée des marchands. Alors il y a des deck building qui sont bêtes et coopératifs. Voici un deck building intelligent et compétitif. Voilà, donc la vallée des marchands, c'est le troisième volet de cette belle réussite de deck building, parce que c'est un deck building très particulier qui est à la fois deck building mais surtout course. C'est-à-dire que si vous êtes habitué au deck building, il ne faut pas s'endormir en disant « Ah, je customise mon deck, etc. » parce qu'il y a un objectif de course, c'est-à-dire que vous êtes des marchands. Lors d'un grand marché, vous allez mettre vos étals les uns à la suite des autres, en commençant par poser une carte 1, puis par poser une carte 2, ou alors 2 cartes 1, en tout cas il faut que la valeur soit supérieure de 1, et ainsi de suite jusqu'à atteindre 8 étals. Le premier qui pose son 8e étal, il a gagné directement. Mais évidemment, pour ce faire, il va falloir que vous récupériez ces fameuses cartes qui ont des chiffres plus élevés, qui sont dans un marché, parce qu'au début vous partez avec de la camelote et puis des petites cartes 1 de base de votre faction, parce que c'est un jeu, la vallée des marchands, où dans chaque boîte, il va y avoir, je crois, 6 factions qui ont toutes leur petit paquet de cartes et qui sont toutes différentes. Il y a un petit côté smash up en fait. On va en choisir.
et qui vont se mélanger justement parce qu'on va en choisir un certain nombre pour jouer, on va les mélanger et ensuite selon les factions qu'on aura choisies, on aura soit un jeu très agressif, soit très pour pouvoir jouer avec ses cartes ou pour pouvoir épurer son deck. Enfin voilà, c'est vraiment super malin comme jeu avec toujours cet objectif de course qu'il faut pas perdre de vue. Donc une carte 5, c'est bien de la poser pour mettre le 5e étal, mais ça peut être aussi bien de la garder parce que forcément plus la carte a un chiffre avancé, plus elle est puissante et va me permettre de faire des choses, d'acheter de nouvelles cartes. Voilà. Donc la vallée de marchand, le 3e volet s'appelle le Grand Transcontinental. C'est toujours un Seal of Excellence de la chaîne Dice Towers, ce qui est pas peu dire. Et c'est une belle découverte. Si vous ne connaissez pas les deck building, vous voulez quelque chose d'un peu original et toujours très varié, parce qu'en fonction des peuples, vous aurez des parties sans arrêt différentes. On passe de l'autre côté ici dans les jeux d'ambiance. Vous connaissez déjà Top 10, évidemment. Voici Top 10 18 et plus. Alors, c'est Top 10, alors Top 10 pour très vite le résumer, c'est un jeu basé sur l'intensité, un jeu coopératif où un joueur va énoncer une situation, va ensuite distribuer des cartes comme ceci très jolies, 100% plastique, donc indéchirables, qui vont de 1 à 10 au hasard. Chaque joueur va prendre connaissance de son chiffre et va répondre à la situation à la hauteur de son chiffre pour lui faire ressentir quelle est l'intensité de sa carte en fait. Et le joueur qui aura annoncé la situation va devoir reclasser les joueurs qui auront répondu du plus petit au plus grand. Sans se tromper, si il fait bon, les licornes restent des licornes, sinon ça devient des petits caca comme ça. Alors quelle est la particularité de ce Top 10 18+? Si vous avez déjà joué à Top 10, vous voyez que des fois ça pouvait devenir un peu graveleux de temps en temps, sans que pourtant ce soit demandé par le jeu. Alors ils ont poussé les curseurs un peu plus loin dans Top 10 18+, tout en laissant, et ça je trouve ça bien, la liberté de choisir une situation plus banale. En gros, sur chaque carte vous avez deux situations, une situation qui est assez trash, qui est assez 18+, mais une situation qui est beaucoup plus comme une extension du Top 10 que vous connaissez déjà. Donc le joueur, selon son humeur, choisira soit la situation très trash, soit la situation un peu plus calme. Ça permet de ne pas forcer les gens à un blanc manger coco, on va dire, et de laisser libre cours à la volonté des gens de rentrer dans le délire trash ou pas. C'est bien, c'est une bonne décision. Donc Top 10 ça a cartonné, donc Top 10 18+, voilà, vous savez ce que c'est maintenant. Little Factory. Alors si ça vous évoque quelque chose, c'est certainement parce que vous connaissez Littleton, évidemment, puisqu'il avait été nommé à l'As-d'Or en 2020, le dernier As-d'Or qui avait eu lieu, et même s'il n'avait pas remporté, ça avait quand même mis le focus sur cet excellent jeu de Shun et Aya Taguchi, qui était un jeu, on va dire, passerelle pour nous, en magasin, de pose d'ouvriers. Voilà, on avait un jeu de pose d'ouvriers, on allait récupérer des ressources, bâtir des bâtiments, et bien finalement il récidive avec Little Factory, dans un jeu passerelle de ce qu'on appelle un engine building, le terme anglais, pour en fait un moteur de ressources. Un jeu à moteur de ressources, c'est quoi? Disons que le plus connu c'est Splendor, puisqu'on va récupérer des choses qui nous permettent d'acheter d'autres choses, qui nous permettent d'acheter d'autres choses, et qui sont de plus en plus fortes. Et finalement, quand on regarde ça, on retrouve un peu le look de Splendor, avec ses 3 rangées ici, mais il a quand même sa petite saveur et son vrai intérêt, vous allez comprendre pourquoi. En gros, c'est un jeu où vous allez partir avec des ressources de base, qui sont ici, et qui seront toujours là d'ailleurs. Dès qu'on en dépense une, on la remet dans son stock. Donc on peut faire un petit peu de thésaurisation sur les ressources et aussi bloquer les adversaires. Si j'ai les 3 bois, personne ne peut avoir du bois pour l'instant tant que je ne me suis pas décidé à acheter avec du bois. Ces ressources-là vont nous permettre d'aller conquérir d'autres ressources à d'autres niveaux. Et c'est là que c'est malin, c'est un peu moins scripté et linéaire que Splendor, qui était souvent, on prend dans la première ligne, puis dans la deuxième, puis dans la troisième. Là en fait pas du tout, parce que finalement dès que j'ai ça, du bois, je vais pouvoir avoir cette pierre là directement. Et avec cette pierre là, je pourrais avoir quelque chose qui est directement là, voire même directement là. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'avec cette pierre là, je peux directement avoir un bâtiment. Parce que les bâtiments, c'est un peu le but du jeu. Évidemment, ils rapportent des points de victoire. Le premier qui a 10 points de victoire a gagné la partie. Mais on les atteint assez vite. Mais cela dit, ce faisant, j'ai cassé mon moteur en fait. Donc je vais repartir et perdre du temps à reprendre des ressources ici, parce que pour une action on peut prendre une et une seule carte ici, ou alors on peut acheter des nouvelles cartes, soit en dépensant la carte qui est indiquée là, vous voyez que pour avoir la viande, soit je tue ma vache, soit je tue mon mouton, soit je dépense 8 pièces. Et les pièces, c'est aussi des cartes, c'est-à-dire que si j'ai un tonneau, ce tonneau, il vaut 8 pièces. Donc je peux le resacrifier pour reprendre la viande par exemple. Enfin voilà, on peut vraiment faire des combos qui vont faire que c'est beaucoup moins linéaire qu'un Splendor, dans le sens où on va partir de là, on va revenir là, on va repasser par là, on va reprendre des choses ici. Et c'est ça qui est très plaisant quand même. Voilà, avec ce côté que ces fameux bâtiments, on va retrouver un peu le côté Littleton, ces bâtiments combattent et vont permettre, si vous les activez, au début de votre tour ou à la fin de votre tour, vous pouvez activer tous vos bâtiments. Par exemple là, si la pierre, je peux la transformer en brique directement. Ça permet de gagner des actions, ça permet de faire des petites choses comme ça. C'est pas le cœur du jeu, mais ça fait des petits bonus sympas et assez satisfaisants. Voilà.
Little Factory, en petit jeu comme ça, d'initiation ou pas, parce que comme Littleton, c'est un jeu où même les joueurs aguerris qui aiment bien le thème engine building vont pouvoir bien se régaler, parce que le jeu a beaucoup de diversité. Et ce qu'on a oublié de dire, Alex, parce qu'on s'en est aperçu, c'est que les paquets de cartes sont très petits. Et oui. Et c'est ça qui assure beaucoup de renouveau de ce marché, si bien que, et c'est malin, tu vois, le tonneau, il y en a qu'un, en fait, hein. Ouais. Mais si à un moment toi tu le dépenses, par exemple parce que tu voulais dépenser pour 8, tu vas le mettre ici, et dès que la pioche est vide, on va le remettre. Donc on peut attendre que les cartes reviennent, parce qu'on sait qu'elles vont revenir très vite. Et voilà, ça c'est vraiment malin aussi, on n'attend pas des plombes avant qu'une carte revienne, et les cartes cyclent énormément. Voilà, donc Little Factory, très très sympa. On enchaîne avec Int. Alors Int, un jeu scandinave, alors c'est un peu la rencontre de Time's Up et de Ikea, parce que y a un bel objet quand même à la Ikea. Voilà, c'est vraiment un objet intriguant quand même. Hein. Voilà, exactement. C'est un jeu. Alors pourquoi je dis Time's Up? Parce qu'on va devoir parler, mimer, fredonner ou dessiner pour faire deviner des choses. C'est un jeu par équipe, 2 équipes, les noirs contre les blancs qui s'affrontent. Tu vois ici, tu as les jetons de chaque équipe, et ça en fait c'est la piste de score. Tu vois, chaque petit point là gagné fera avancer ton petit jeton et va le faire rentrer dans différentes zones. Et il faut faire le tour pour arriver jusque là, en fait, revenir au point de départ, qui est le point de départ et qui est aussi la ligne d'arrivée. En fait, à son tour, ça joue par équipe. Une équipe va décider de choisir une de ces cartes là. Donc on sait que je pourrais parler et faire découvrir des moustachus du XXe siècle. Je pourrais, en dessinant, faire découvrir des personnages d'histoire enfantine, ou alors en mimant des trucs sur Star Wars. Ça pourrait être rigolo. On va décider de laquelle on va faire, et ensuite on va lancer le sablier, et le joueur de l'équipe qui a décidé de faire deviner aux autres de son équipe, par exemple on va faire mimer Star Wars, il va avoir 5 choses à mimer. Voilà, il a tout le sablier pour faire deviner le plus possible de choses, puisque c'est 1 point par mot qui aura été trouvé par l'équipe pour laquelle je joue. Mais attention, un petit peu comme dans le tabou, il faut pas prononcer le mot sabre laser, sans ça on perd 2 points. Là, si tu mimes et qu'ils disent sabre laser, exactement, t'as perdu. Enfin, elle perd 2 points en tout cas. Ça va se soustraire au point qu'on aura marqué ici. Super dur. Ce qui est sympa, c'est que à la fin de mon temps, quand il s'est écoulé, l'équipe adverse peut essayer de donner un mot, et s'il est sur la feuille, ils vont marquer 1 point. Et si même ils trouvent le mot interdit, ils vont marquer 2 points. Voilà. Ensuite, on va faire pivoter ce petit truc là, comme tu vois. On va rajouter une carte du paquet, hop, ici, en l'affichant dans le petit endroit prévu. Voilà. Parfait. Et il y a des petites cases un peu particulières. La plus 1, quand tu choisis de dessiner des personnages d'histoire enfantine, chaque point te rapportera un point bonus. Voilà. Et quand tu as une carte qui apparaît sur bleu, tu es obligé de la choisir. D'accord. Voilà, donc celle que personne ne veut, à un moment elle va arriver là, et l'équipe qui doit choisir n'a plus le choix, elle est obligée de prendre celle qui est sur la zone bleue. Donc attention à ne pas trop repousser une carte qui vous tenterait pas trop, parce que vous serez obligé de la choisir à un moment, ou faire en sorte que l'équipe adverse soit obligée de la choisir. Vous avez un petit comme ça calepin pour dessiner. Voilà, c'est un objet, c'est un jeu d'ambiance somme toute assez classique, mais qui fonctionne bien, et qui en plus est un objet à la Ikea, très design. Voilà. Très malin. Je me tourne de ce côté-ci parce qu'on va retrouver Alice qui va nous parler de son coup de cœur et littéraire et ludique, qui n'est autre que Red Rising, bien entendu. Salut Alice! Et salut Thomas, et salut YouTube. Et oui, effectivement, je vais vous parler de mon coup de cœur, effectivement littéraire et maintenant ludique, puisque mon roman favori de ces dernières années, les 4 dernières années je dirais, a été adapté en jeu de société. Voici Red Rising, qui est adapté du coup d'un roman d'une trilogie de Pierce Brown. C'est un, pour quand même pitcher un peu l'univers, c'est un univers futuriste où on a conquis un peu tout le système solaire et où il y a des castes qui se sont installées effectivement et évidemment très inégalitaires. On a les Or qui sont l'élite et tout en bas de la pyramide sociale, on a les Rouges qui sont des esclaves. Le héros de ce livre évidemment est un rouge qui va aller à l'encontre du système assez classiquement, mais je vous le recommande franchement parce que pour profiter de ce jeu de combo de cartes minimaliste et très profond, profiter à fond, il faut bien connaître l'univers. Voilà, c'est encore mieux parce que vraiment vous allez voir qu'en plus d'être un très bon jeu, il prend très très bien les relations et la dynamique des livres et on les retrouve dans les connexions entre les cartes elles-mêmes. Voilà, maintenant que j'ai fait mon petit speech, on va passer sur le jeu lui-même. Alors, comme je disais, c'est un jeu de combo de cartes, assez vraiment très concentré. Voilà, on va avoir plusieurs manières de gagner des points de victoire, qui sont le but du jeu, un point de victoire assez classiquement, qu'on va répertorier sur ce magnifique bloc de score. Voici. Les points de victoire vont principalement se gagner grâce à ceux qui sont notés sur les cartes qu'on va avoir ici. Donc,
soit là, mais aussi ici à additionner. C'est des conditions de combo justement. Si on arrive à remplir ces conditions, on gagne tant de points. Cool. Voilà. On a ensuite des lieux qui vont aussi nous rapporter des points. On va avoir l'institut ici qui va nous rapporter un certain nombre de points en fonction de combien de cubes de notre couleur on a mis dessus. On va avoir aussi la flotte, parce qu'il y a beaucoup de combats spatiaux. La flotte en fonction de où on a réussi à avancer à la fin de la partie, on gagne un certain nombre de points de victoire. Et enfin, on a aussi cette ressource-là, vous voyez cette magnifique boîte de tête de loup. Hop là! Voici la ressource principale du livre et du jeu qui est l'hélium. Voici l'hélium à la fin de la partie. Un hélium vous vaut 3 points de victoire. Et enfin, petit bonus qui fait plaisir, ce pion de la souveraineté qui, si vous l'avez à la fin de la partie, vous rapporte 10 points de victoire. Et ça, c'est non négligeable. Du coup, pour jouer, eh bien déjà tout ça ce sera vide, voilà, hein, ces petites flottes, etc. J'ai pris de l'avance sur le jeu, mais on va mettre 2 personnages par lieu. Comme vous pouvez le voir, il y a Jupiter, Mars, Luna et l'Institut. On en met 2 par lieu au hasard et ensuite chacun piochera 5 cartes. Ok. En plus de ça, vous aurez chacun une maison au début de la partie. Soit vous le prenez de façon aléatoire, soit vous le prenez par... par préférence. Moi j'aime bien le prendre par préférence puisque je connais les livres et que la maison Mars c'est la meilleure. Chaque maison va avoir un petit pouvoir qu'on verra pendant le jeu. Donc maintenant que vous avez fait la mise en place et que vous avez vos 5 cartes, eh bien vous allez avoir plusieurs actions possibles qui sont répertoriées sur ce petit récap de tour très très bien fait. Vous avez 2 actions possibles, c'est soit déployer une carte, c'est prendre une des cartes de votre main et la poser sur un des lieux ici. D'accord. Je vais la poser ici et je dois, au mieux, en tout cas si c'est possible, activer le pouvoir qui est ici, vous voyez, avec la petite carte et la flèche. Voilà. Quand je joue celle-ci, chaque adversaire doit révéler un rouge. Un rouge, c'est une carte rouge, c'est une des cases. Voilà. Une couleur, S'il ne peut pas, il perd un d'hélium. C'est méchant. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de rouge, vous perdez un hélium. Si vous n'avez pas d'hélium, c'est pas grave, vous perdez rien. Et ensuite, une fois que j'ai donc déployé ma carte, je vais soit pouvoir récupérer la carte la plus haute d'un autre lieu, et là vient un petit mot de vocabulaire, plus haute c'est ce qui est tout au-dessus, et plus bas c'est tout ce qui est en dessous. Tout ce qui est la plus en dessous. Voilà, donc l'action c'est pouvoir récupérer la carte la plus en haut d'un autre lieu, pas de là où vous avez joué. Et donc vous la récupérez dans votre main et en plus vous activez le pouvoir du lieu où vous l'avez récupéré. Alors là tu as récupéré la carte la plus basse du coup. La plus haute. Ok, d'accord. C'est bon, tu suis la plus haute. Pas de problème. Tout va bien. Donc j'ai récupéré celui-ci qui m'intéressait, on va dire, et surtout celui aussi m'intéressait, c'est Mars. Vous voyez, un petit dessin, ça c'est de l'hélium, ça veut dire que je gagne un d'hélium, c'est le pouvoir de ce lieu. Donc chaque lieu, oui, comme tu l'as dit, a un pouvoir différent. Si j'avais récupéré sur Jupiter, j'avançais de 1 case sur la piste flotte. Si j'avais récupéré à l'Institut un personnage, j'aurais posé un de mes cubes sur l'Institut. Et enfin, si j'étais à Luna, si j'avais récupéré à Luna, si vous avez bien suivi, ce qui n'était pas le cas, puisque j'ai joué sur ce lieu, donc je ne peux pas activer celui. Voilà. Mais Luna, quand vous le récupérez, eh bien ça vous donne la possibilité d'activer vos maisons. Je vous ai dit qu'on y reviendrait. La maison, c'est vous pouvez, par exemple, à chaque fois que vous gagnez le jeton souverain chez Mars, même si vous l'avez déjà, vous gagnez un d'hélium. Ouais, c'est génial. Voilà. Donc il y a plein de petits twists comme ça. Ou alors, ça c'était une des actions possibles, hein, il y en a quand même d'autres, vous pouvez récupérer une carte de la pioche parce qu'il n'y en a aucune là qui vous intéresse. Bien sûr, donc vous récupérez celle de la pioche et on lance le dé. D'accord. Quand même. Le dé, eh bien, il va nous donner une ressource en fait. En fait, il indique sur quel lieu t'actives. C'est ça, en fait. Donc là, par exemple, j'ai tiré et je vais avancer de 1 sur la flotte. D'accord, ce qui est logique. Voilà, tout simplement. Très bien. Voilà, sinon, à part déployer, je vous assure, on arrive au bout, il n'y a que ça. Explorer, c'est retourner la première carte de la pioche et on la place n'importe où sans faire son pouvoir. Bien sûr. Et eh bien on obtient le bonus, enfin le pouvoir de ce lieu. Voilà, ça c'est quand en fait vous avez des cartes dans votre main qui vous satisfont et que vous ne voulez pas jeter. Bien sûr. Poser parce que maintenant on va voir comment on va faire ces méga combos trop classe. Et bien vous allez lire toutes ces petites lignes là. Toutes ces petites lignes vont vous dire comment gagner des points. Là par exemple, vous gagnez 14 points en plus de ces 16 ici, si vous avez un or ou un rouge. Mais vous ne devez pas avoir les deux, c'est très clair, hein, faut juste lire les cartes. Il y a un code d'ailleurs sur le côté de la carte qui est hyper bien fichu en fait.
Ça, c'est super bien fait quand c'est en couleur. Et il y a des personnages, des cartes qui se combattent avec des personnages vraiment nommés. Par exemple, si vous avez Sephi, c'est le personnage là, on voit un petit dessin d'elle, petit aperçu, vous gagnez 10 points. Si vous avez un orange, vous gagnez 10 points en plus. Donc lui pourrait rapporter au max 40 points. Et est-ce que tu peux me rappeler les conditions de fin de partie du coup? Ah oui, très bonne question. Les conditions de fin de partie, c'est soit un joueur réunit deux des plusieurs conditions de partie, c'est-à-dire les conditions de partie, c'est avoir 7 cubes à l'institut, 7 hélium, ou être avancé à la 7e case de la flotte. D'accord. Donc soit un joueur en a 2 parmi celles-ci, parmi les 3, d'accord, voilà. Soit ça se répartit entre les joueurs. Par exemple, toi tu es sur 7, moi à un moment je mets mon 7e cube et quelqu'un récupère son 7e hélium, c'est fini. Voilà, donc déjà il y a le tempo aussi de se dire ok, je vais peut-être pas récupérer mon 7e hélium maintenant parce que mon combo dans ma main il y paf. C'est bien, on voit un peu la fin de partie approcher quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est hyper cool. Donc du coup, vous allez avoir vraiment ces grands dilemmes de est-ce que je balance mon personnage sur le plateau parce que son pouvoir est cool, mais en même temps peut-être que je vais casser un combo parce que peut-être que vous attendez, comme pour lui, vous attendez de voir Sephi un jour sortir, sachant que ce paquet est énorme et qu'en une partie c'est quasi impossible de tout le voir. Donc peut-être que vous allez attendre Sephi jusqu'au bout de votre vie et que jamais elle sortira. Donc il y a des prises de risque à avoir. Soit vous le gardez dans votre main en espérant, soit vous dites bon c'est bon je le balance. Et évidemment pile à ce moment-là vous le balancez et paf il y a Sephi qui sort. Là vous avez les nerfs. Et en même temps vous allez aussi avoir le dilemme de vous posez un personnage ici par exemple pour en récupérer un autre qui vous intéresse, mais peut-être que le pouvoir de là où vous le prenez ne vous intéresse pas. Vous essayez de trouver le juste milieu, prendre un perso qui vous intéresse mais aussi sur un lieu qui vous intéresse. Plein de dilemmes sur le plateau et dans votre main. Mais vraiment sinon c'est très minimaliste dans le sens où faut juste lire les conditions ici et vous combotez les cartes entre elles. Ok, nickel. Voilà. C'était Red Rising. Je pense que je n'ai rien oublié. Non. Je pense que c'est... Tu as peut-être autre chose à nous présenter. Oui, on va changer totalement d'univers. On va aller dans le Japon avec des animaux trop mignons. Tu as vu, il y a un Shiba Inu, c'est trop mignon. Ibashi qui a été aussi édité, ou en tout cas qui nous est proposé par Surfing Meeple et Matago, comme Red Rising. Ibashi, pour juste vous faire le petit décorum, un Ibashi c'est un restaurant japonais où vous avez votre chef cuisinier qui vous cuisine juste devant vous. Là, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais vous êtes à votre table et le cuisinier, le chef, il vous cuisine juste devant vous sur votre table. C'est grave stylé. C'est grave stylé. Et donc du coup, on va incarner ces chefs. Voilà. Mais des chefs animaux très mignons. Le but du jeu, c'est d'être le premier chef à avoir réussi à accomplir 3 recettes. Les recettes vont être affichées au début de partie, on en affiche 3. Voilà, prises au hasard parmi le gros paquet de recettes. Et ces recettes vont demander des ingrédients. Donc ce jeu, ça va être principalement en fait un jeu d'adresse. Déjà, donc d'adresse, mais aussi un peu de chance et d'enchères. On va voir un petit peu cette enchère là qui est sous-jacente et aussi d'objectifs tout simplement et de gestion un peu de votre argent. D'accord. Voilà. Ok. Donc du coup on va installer un grand plateau, il est pas là mais il est grand, normalement on le voit encore plus loin ici, où on va voir des bols d'ingrédients, c'est les ingrédients dont on va avoir besoin pour remplir nos recettes. Il y a aussi 4 petits ronds au milieu qui sont, petits, ils sont quand même comme ça, des ronds qui sont des pouvoirs, des petits bonus. Voilà. Ensuite, on va chacun récupérer des petits jetons de poker, très mignons, chacun sa couleur, et le dos, en fait, a des chiffres, des valeurs. Là, on va y retrouver presque un... Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Fish and Chips. Ça va être un peu ça, vos jetons ont des valeurs. Voilà. Qui vont de 100 à 600. Si ma mémoire des chiffres très mauvaise ne me dit pas de bêtises. On va donc avoir chacun nos petits jetons et on va commencer avec 2000 yens qui sont la monnaie du jeu puisqu'on est au Japon. Très bien. Très petits, les petits mignons, les petits billets. Donc on va afficher aussi des ingrédients pris au hasard. Normalement c'est le nombre de joueurs plus 2, je crois, ou 4, très bien. Vous verrez, mais voilà, un certain nombre d'ingrédients, on les affiche, et c'est le hasard qui va dire s'il y a de la viande ou pas, par exemple, pour ce tour-là. Maintenant qu'on a fait la mise en place, chacun notre tour, en commençant par le premier joueur, va lancer un de ses jetons. Il choisit lequel, avec quelle valeur, et il va essayer de le jeter à distance de table pour le faire atterrir sur un des bols d'ingrédients qui l'intéresse ou sur un des cercles de pouvoir, de petits bonus. Et on va continuer à faire ça jusqu'à ce que tout le monde ait jeté pas tous ses jetons, c'est en fonction du nombre de joueurs, vous n'allez jamais jeter tous vos jetons. Il en restera forcément, ça dépend du nombre de joueurs. Mais c'est déjà pour ça, faites votre choix de quel jeton vous allez lancer et quel vous n'allez pas lancer.
Ok. Une fois que tout le monde a jeté ses jetons, on va, en commençant par le premier joueur, eh bien activer les pouvoirs là où il y a des jetons qui se sont posés dessus. Parce que des fois avec l'adresse, vous avez aucun jeton dessus. Oui, ça peut arriver. On connaît bien l'adresse. Ce qui est super bien fait, c'est que, je sais pas si tu peux l'entreapercevoir, mais chaque jeton a un petit trou au milieu. Ouais. Ça, c'est hyper bien pour se mettre d'accord sur, pareil, la pétanque, le palais breton. D'accord. Pour voir si vous touchez, si vous êtes dans le bol ou dans le cercle de bonus, eh bien, il va falloir voir un morceau de ce bol ou de cercle de bonus dans le trou. Si on ne le voit chouette, pas, ça. vous êtes hors jeu de ce Ok. bol. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas hors jeu, ceux qu'on a un peu épurés, tout ça, eux, ils vont pouvoir activer les pouvoirs. Donc les pouvoirs sont assez différents. Surtout... Alors avant ça, comment on va les activer? C'est là où rentrent en jeu quand même les valeurs. Oui. C'est le premier à avoir ce bonus-là, celui qui a le plus gros chiffre dessus. D'accord, Voilà, ok, si tu as très mis bien. un 600 et moins un 100, bon bah c'est toi qui vas faire Bien le pouvoir sûr. d'abord. Les pouvoirs, il y en a 4 différents. Il y a la sauce soja, c'est pour le reste de la manche, vous serez premier joueur et c'est très très cool d'être premier joueur, vous allez voir pourquoi. Soit vous pouvez prendre une recette de la pioche et la garder rien que pour vous, en face cachée, et là il y a que vous qui pouvez la faire, alors que les 3 autres sont affichés, c'est premier arrivé, premier servi. D'accord. Soit vous pouvez jeter justement un de vos jetons que vous n'aviez pas joué. C'est pour ça qu'il vous en reste. Ok. Vous choisissez lequel et vous avez le droit en gros de rejouer, un petit coup de plus. Soit vous récupérez un ingrédient, ou c'est à peu près tout, c'est ça. Ouais. Ingrédient, rejoué et recette, rien que pour vous. D'accord, ok, très bien. Et être premier joueur. Maintenant qu'on a résolu les pouvoirs spéciaux, on va aller sur les bols. Et là, c'est très important d'être premier joueur. C'est-à-dire que, pareil, on va éliminer ceux qui sont hors bol. Bien sûr. Et c'est le premier joueur qui va dire dans quel ordre on va résoudre les bols. Il va dire on va d'abord résoudre, je sais pas, la viande. Ça l'arrange. D'accord. Là, on va voir le principal, celui qui a le plus de valeur dessus, va pouvoir vendre d'abord. Il y a cette action, c'est vendre. Vous pouvez vendre un ingrédient qui est dans votre main. Si vous l'avez déjà préalablement dans votre main, cette petite carte ingrédient, vous pouvez la vendre pour le prix de votre valeur dans ce bol. Enfin, Ok. de toute la valeur dans ce bol. D'accord, Imaginons, tu as mis 600, j'ai mis 300, ça fait combien? Ça fait 900. 600, 300 Oui, bien sûr. ça fait 900. Oui, Et bien tout à voilà, je vais devoir dépenser, enfin je vais pouvoir vendre cet ingrédient à 900 fait. yens. D'accord, ok, très cool. C'est très cool. Les autres aussi, par contre, ils ont l'opportunité de vendre. Ah oui, c'est moins cool. Voilà. Ensuite, vous pouvez, une fois qu'on a fait les ventes, vous pouvez acheter dans ce bol. Par contre, il faut savoir, petite subtilité, ceux qui ont décidé d'acheter dans ce bol, leurs jetons sont virés. Donc ils ne seront pas là pour la phase d'achat. Ok. Ah oui, Et ouais, il faut faire un choix. Est-ce que tu vends ton ingrédient ou est-ce que tu l'achètes? Ok. Vous allez me dire pourquoi je vends des ingrédients, pourquoi j'ai besoin de thunes. Et ben c'est là où ça va arriver, parce que pour acheter l'ingrédient, il faut de l'argent. Hein, voilà. Bien sûr. Et donc l'ingrédient, pareil, son prix, ce sera votre valeur la plus haute. Donc D'accord. voilà, toi t'avais mis un 600, Bien sûr. tu payes l'ingrédient 600. Voilà. Ça pique. Et oui, il y a plein de petites subtilités comme ça, de est-ce que vous vendez, est-ce que vous achetez, c'est bien d'être celui qui a mis le plus gros chiffre, mais après vous casquez grave pour acheter. Plein de petites subtilités comme ça. Et une fois qu'on aura résolu tout l'achat et toute la vente, on va pouvoir, pareil, en commençant par le premier joueur, je vous ai dit c'est super bien d'être premier joueur, vous allez pouvoir peut-être réaliser des recettes. Et premier arrivé, premier servi, je vous ai dit. Donc Ok. vous dépensez vos ingrédients, vous prenez votre recette, on en révèle une nouvelle et on continue comme ça. Bon bah tant pis ceux qui n'ont pas pu acheter, hein, ils passent leur tour. Et voilà, et on reprend. Donc c'est un jeu vraiment... D'adresse, d'enchères, C'est ça, il y a vraiment de tout. Hein. Ouais, J'ai entendu parler de ça, c'est marrant, c'est une nouvelle catégorie, c'est ambiance plus. Hein. Ouais, c'est un peu ça. ouais. Hein. Ouais, il y a Voilà, de la tactique, de l'adresse, de réalisation d'objectifs. c'est malin. Et c'est super drôle parce que vous allez essayer de décagner les autres de vos bols d'ingrédients, vous allez essayer de lui piquer un ingrédient que vous voyez qu'il veut absolument. Et après, c'est à partir de 10 ans quand même, parce que comme vous avez vu, il y a plein de petites subtilités. Ouais. Hein, c'est pas juste un jeu de palais breton. Et on dit de 2 à 4, mais pour être honnête, à partir de 3, c'est mieux. Parce qu'à 2, le plateau est très grand, vous allez pas trop vous marcher dessus. À partir de 3, par contre, vous allez vraiment commencer à vous décagner les uns les autres. Ok. Voilà, c'était donc Hibachi, super mignon et grave cool. Je passe la main à Thomas. Thomas. Ah, mais c'est pour Dice Farm. Oui, c'est pour Dice Ah, Farm. bonjour. Et ce Hibachi m'a l'air d'être une bonne adresse. Oui. Dice Farm, c'est Rudiger Dorn qui revient aux affaires. Alors Rudiger Dorn, c'est Istanbul.
Ouais. Voilà, donc c'est quand même un grand créateur de jeux. Ouais. Et c'est un jeu comme ça, ne vous fiez pas à ce côté très famille, hein, c'est vrai. Oui, hein. au final. On pense à Home Sweet, non, comment il s'appelle, Dream Home, voilà. Ah, Dream Home, oui. Un peu, hein, Dream Home, sauf que c'est à la ferme. Parce que on est dans un jeu qui a l'air simple comme ça, il l'est, et c'est ça qui est bien. On va pouvoir attirer des joueurs pas très experts, mais en tant que joueur un peu aguerri, on va pouvoir bien se faire plaisir. Vous allez voir, on est dans une famille à la mini-ville. Ouais. C'est un mini-ville en plus qu'aurait rencontré Agricola pour le thème. Et c'est méga malin. Et Rudy Gordon, il a une idée géniale. C'est, je vais vous l'expliquer. C'est un petit plateau par joueur, comme ça. Okay. C'est notre ferme, ici, tu vois, avec les sacs de toile qui attendent, et les différents champs qui, pour l'instant, sont écrits déjà dessus, hein, et chacun a son propre plateau, avec une légère asymétrie sur les ressources que tu vois ici, hein, qui sont le lait, la laine, les œufs et le miel. Okay. Donc il y a une légère asymétrie, comme ça, on va pas activer toujours les mêmes choses avec les mêmes numéros. Parce que je vous ai dit que c'était mini-ville, vous voyez aussi exactement, vous avez un 2, 12 ici, un 3, un 4, un 5, un 6 et jusqu'à 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, comme dans mini-ville, quand le chiffre 4 sortira sur les dés, vous allez faire l'action de votre zone numéro 4 de votre champ. Ok. Et ainsi de suite. Mais là où c'est malin, c'est que ce plateau-là, vous allez pouvoir le customiser, vous allez pouvoir vous l'arranger comme vous voulez, puisqu'au début il n'y a rien, il y a juste des choses écrites à l'avance. Vous avez un marché ici, que vous voyez ici, avec les premières cartes. C'est pour le jeu, on utilise les cartes en étoile pour les premiers tours, et ensuite on a une pioche avec, ça va de 1 à 6, et c'est de plus en plus puissant au niveau des cartes. Donc dans le tempo du jeu, on sent monter le jeu au fur et à mesure, et c'est très bien fait. Dans ce marché, vous avez 6 cartes. Vous allez, quand vous êtes joueur actif, jeter ces 3 dés. Et le dilemme va arriver. Bon, allez, on va faire ça pour qu'il y ait un vrai dilemme. On a un 2, un 5 et un 6. Je vais devoir choisir un dé. Et la valeur de ce dé va déterminer quelle carte je vais remporter. Vous voyez que là, il y a, tu vois, hein, qu'il y a un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 et un 1. Ouais. Donc si jamais je choisis le 2, je vais prendre la carte numéro 2 et je vais pouvoir la mettre dans n'importe quel emplacement qui me plaît afin de recouvrir le pouvoir de l'emplacement en question. Okay. Voilà. Le dilemme, c'est que j'ai laissé un 6 et un 5 qui font 11, et maintenant tout le monde, y compris moi, va activer sa parcelle numéro 11 de son champ. Ok. Alors évidemment, si toi, on est en cours de partie, ton 11, il te permet de faire une super vente, parce que c'est comme un jeu où le but c'est de récupérer des ressources et de les vendre ensuite, je vais peut-être pas choisir le 2, je vais peut-être choisir plutôt le 5 pour activer la parcelle 8, qui est mieux. Et au début, je peux choisir le 2, mettre ce que j'ai pris dans la parcelle 11, et tout de suite activer ma parcelle 11 avec ce que j'ai récupéré. Okay. C'est tout bête, mais ça fonctionne super bien, c'est bourré de dilemmes, et le plateau va sans arrêt évoluer, parce que les cartes, une fois que ce pouvoir-là, d'ailleurs ce pouvoir-là, on le voit, il y a une petite carte barrée, c'est-à-dire que c'est un one-shot, une fois que je l'ai fait, je dégage et je récupère mon pouvoir de base, mais je pourrais mettre d'autres pouvoirs, et puis si ce pouvoir-là me plaît pas, je pourrais le remplacer par un autre, et ainsi de suite. On va vraiment customiser tout au long de la partie pour pouvoir récupérer les ressources qui sont donc les œufs, le miel, le lait et les tissus, les stocker ici dans notre petit stand, limité à 16 emplacements, et de temps en temps faire des ventes qui vont arriver avec ces cartes là, hein. 2 œufs, je gagne un sac de tissu et 5 pièces. Le compte se fait ici. Voilà, et à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de sous qui gagne. Et tu vas me dire, ouais, c'est un jeu de dés, mais à quoi sert ce sac de tissu? Sac de tissu, vu que c'est un jeu de dés et qu'il y a un peu de hasard, on va pouvoir les dépenser pour pouvoir changer la face des dés pour soi. Soit en l'augmentant, soit en la diminuant. Avec un sac de tissu, je fais passer mon 5 à 6 ou mon 5 à 4. Et si je veux le faire passer à 3, je devrais utiliser 2 sacs de tissu. Donc voilà, c'est tout bête, c'est tout simple. Il y a beaucoup de choix, et en plus de ça, et ça on aime bien, il y a déjà 3 modules dans le jeu. Il y a un module pour customiser son plateau dès le départ et avoir encore plus d'asymétrie entre les joueurs. Il y a un module avec des fermiers. Alors on va mettre ces petites tuiles là et on va activer des pouvoirs en fonction des dés. Quand 2 dés sont identiques, bim, il y a des pouvoirs qui vont se déclencher. Et il y a un module objectif où on va mettre ces cartes là. Et chacun va prendre des petites choses à sa couleur. Et par exemple, si je suis le premier à avoir ça, là, vendu pour 6, boum, je le mets là. Ou avoir 5 ressources dans mon stand, ou avoir 6 ressources différentes, ou avoir 8 sacs de tissu. Là, je le mets là, je l'ai validé. Il y a une place pour le premier, une place pour le deuxième. Évidemment, la place pour le premier, elle est mieux que la place pour le deuxième. Mais ça fait 3 petits modules qui vont un petit peu changer le jeu. Mais déjà, rien que jeu de base, il est super sympa. Si vous aimez Miniville, si vous aimez ces petits jeux 2D d'activation, et ce qui est super chouette, c'est qu'on joue tout le temps, puisque
eh ben, on a toujours ce dilemme, un peu comme tu sais, dans tous ces roll and writes, dans Ouais, le futé, quand tu choisis ton dé, tu vas arranger les autres. Là, quand tu vas choisir ton dé, tu vas en libérer 2 et tu vas quand même regarder le plateau des autres. Tu vas dire, ah non, le 11, je te le laisse pas, c'est pas possible. Donc, non, je prends la carte numéro 5, elle est pas si mal. Ah oui, d'ailleurs, la carte numéro 5, ça me permet de parler des tournesols. Les tournesols, c'est une autre manière d'améliorer son plateau. Quand je vais arriver à poser des tournesols, eh ben, je vais améliorer mon action de la zone en question. C'est-à-dire que là, dans cet exemple, je pourrais prendre soit 2 sacs de tissu, soit 2 laines. Ah, ça te permet de refaire l'action en fait. Ouais, en fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2, t'as 3 et tu choisis ton troisième si c'est la laine ou la sac de tissu. Là, génial. Là, je pourrais prendre 3 œufs. Un œuf, 2 œufs, 3 œufs. Voilà, et ça on va pouvoir le faire, on va pouvoir vendre plus. Par exemple, là si j'ai là, je vais pouvoir vendre pour 5 et non pas 4. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire. C'est un nouveau mini-ville en plus intéressant, je trouve. Voilà. Parfait. On a fini cette présentation, maintenant c'est toi qui vas passer... pas derrière pas devant la caméra, mais c'est toi qui vas passer. mais très rapidement, ouais, parce que tu m'as déjà expliqué il y a 3 semaines. Vous reparlez de Glory, vacances et j'ai regardé et en plus c'est vrai, je le dis, j'étais à Bayeux, une ville médiévale, et j'ai retrouvé toute cette ambiance-là. J'ai envie de jouer à Glory. Donc là, je vous ai montré qu'une moitié du plateau parce que je vais pas tout vous expliquer. C'était quand même, j'essaie d'être très concis. Mais globalement, en fait, c'est un jeu de placement d'ouvriers qui se déroule en 3 phases, et chaque phase en fait vous accompagne dans les différentes étapes du jeu. Les premières étapes en général, c'est le placement d'ouvriers. Donc on se place sur différents ici. Voilà, on place ces petits chevaux. Voilà, maintenant. On va essayer de pouvoir justement éventuellement récupérer des tuiles bonus. Vous allez pouvoir récupérer notamment de l'armure et vos chevaux pardon. Ouais, on va pouvoir améliorer exactement sur une belle petite carte. Ouais, ça. Oh, il est beau mon cheval. Oh, il était comme ça, maintenant il est comme ça, comme plus joli. Super joli. Vous pouvez gagner des points de foi, de la force, bref, tout ça, ça vous sert à quoi? Ça sert pour les tournois. Notamment ici, vous avez des belles petites cartes à récupérer, tant pour des bonus que pour des combats. Bref, tout ça, c'est un peu des aides de. Voilà, nous, ça c'est la première phase, la phase de placement d'ouvriers, où on va essayer de récupérer et un peu de s'équiper pour les tournois. Parce que le tournoi, c'est quoi en fait? Le tournoi, c'est ça. Et il y a 2 types de tournois. Là, je vous montre le plus classique. De l'autre côté, il y a un autre mode de tournoi. Et en gros, on va dire avant de commencer le tournoi, chaque joueur va pouvoir se placer sur des emplacements ici prévus pour rencontrer à chaque fois des personnages. Ce qui évite, du coup, après, on le complète avec les petites tuiles qui sont mises à droite ici. Voilà. Et après, les combats vont commencer. Alors forcément, quand c'est 2 IA, le combat se résout de la manière suivante en fonction de la force des IA. Oui. Donc là, voilà. On doit révéler certainement. Exactement. Oh, mince, égalité. Quand il y a des égalités, c'est le prestige qui l'emporte en fait. Donc, et quand c'est des égalités, c'est celui le plus à gauche qui l'emporte. D'accord, voilà. Alors c'est lui. Hop. J'ai travaillé mes égalités. Il a perdu, c'est bien. Vous allez du coup aussi avoir après des combats à faire. Et comment on fait des combats? C'est que c'est génial. Ça on vous reporte du coup sur le jeu ici. Et oui, vous n'avez pas crédit pour rien votre cheval. Et oui, parce que là on voit du coup qu'il y a l'armure, là on voit qu'il y a le cheval et oula. On voit qu'il y a le cheval, et là du coup il y a la petite piste qui vous indique comment se passe un tournoi. En gros, vous avez des jetons de force, vous les utilisez pour gagner des dés rouges. Donc un jeton de force pour un dé rouge. Voilà, c'est ça, là j'ai 2. Exactement. Donc je vais prendre 2 dés rouges. Exactement, si vous les dépensez évidemment. Après, le cheval, en fonction de s'il est amélioré ou pas, il vous rapporte des dés noirs. Mon armure pour des blancs. Tout le pool de dés, vous le lancez, et vous gardez le score le plus haut pour chaque couleur de dés. C'est 3 ici, donc ça serait 3, 1 ici, et ici c'est 3 là. Pas voilà. mal. Donc ça fait 7, c'est pas parfois suffisant, mais parfois avec des jetons de foi, on va pouvoir faire des relances. Un peu de piété. Exactement, d'où l'intérêt de bien s'équiper, parce qu'il y a des équipements qui sont très forts et qui permettent de booster votre force. Voilà en gros Glory, le but étant de refaire ça après à chaque fois. On a 3 tournois. Ça, là je gagne, je monte là, je vais l'affronter lui. Là tu vas l'affronter lui, etc. On monte jusqu'en haut pour gagner des renommées. La renommée elle se calcule sur le pourtour du plateau. Et évidemment, celui qu'on a le plus à la fin de la partie l'emporte, sachant qu'on a des objectifs secrets et des objectifs communs qui peuvent pallier à ça. Voilà, Glory c'est très cool si vous cherchez un jeu. Et notons cette mini extension aussi. Oui, un jeu dans l'univers des chevaliers. Le promo pack 1. Une promo pack. Pas vraiment une promo puisqu'il est vendu 3 €. Tout à fait. Voilà. Mais c'est une petite extension. C'est un jeu avec plusieurs modules, notamment rien que pour les tournois, mais aussi pour les joueurs entre eux. Il y a de la symétrie qui peut être créée au départ, et notamment il y a un mode solo qui vous propose 3 modes de jeu. Donc c'est très très complet, très très riche. Glory, je le conseille. Très porté, je trouve. Fortement. Ouais. Très beau matériel. Écoute, on va enchaîner avec ceci. Ah oui. Non, nous ne sommes pas chez Lidl avec un sous-produit de Love Letter, même si ça ressemble. C'est Ringmaster. Et c'est un tout autre jeu, mais c'est, on va dire, le même style de jeu dans le sens où c'est le petit jeu que vous allez sortir rapidement, que vous allez jouer rapidement, mais qui n'est pas du tout un jeu de bluff à la Love Letter ou de déduction, mais plutôt un jeu de pan dans ta face. Voilà. Vous connaissez les jeux de pan dans ta face? C'est un peu Unstable Unicorn que vous aviez présenté. Bien sûr. On va passer son temps à faire des crasses les uns les autres. Le jeu, alors de très jolies cartes dans
ce joli sachet en tissu, Yes. Ringmaster. Ringmaster, c'est dans l'univers de la fête foraine. Ouais. Vous allez, pour pouvoir gagner, soit faire un certain nombre de spectacles, un certain nombre d'attractions ou un autre certain nombre d'attractions, mais je vous expliquerai, c'est avec ces cartes-là qu'on comprend bien. Mais à son tour de jeu, on a 3 cartes, on en joue une, on applique le pouvoir, c'est très simple, hein, on lit les cartes, alors elles sont toutes différentes, donc des fois il n'y a rien, c'est une attraction, je vous avais dit que c'était bien pour gagner, mais il y a le jongleur par exemple, vous pouvez jouer autant de cartes que vous le souhaitez, à la fin de votre tour, défaussez-vous de votre main, donc là, paf, 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 je vais pouvoir sortir toutes mes mains, comme un jongleur de couteau, je vais avoir la femme à barbe, à la fin de votre tour, défaussez-vous jusqu'à avoir une seule carte en main, mais c'est un spectacle, et ça peut faire gagner des points. Comment on va gagner? Vous voyez, si vous avez 3 spectacles ou plus dans votre zone de jeu, vous gagnez la partie. Donc, si à un moment j'ai 3 spectacles, j'ai gagné la partie avec cette tente de spectacle, hein, il faut l'avoir celle-là aussi. Ou alors, j'ai 5 attractions ou plus dans ma zone de jeu, je gagne la partie. Les attractions, ce sont ces petites choses vertes ici, voilà. Les spectacles, ce sont ces petites choses rouges ici, et les événements, ce sont ces petites choses violettes. Et il y a aussi les vedettes. Les vedettes, c'est des personnages que vous allez pouvoir activer dès que vous l'avez devant vous, à chacun de votre tour. Hop, la vedette, une fois par tour, vous pouvez saccager une vedette en jeu. Je vous avais dit qu'on allait s'embêter. Saccager, c'est dire tiens, ta vedette là, je la saccage, elle est défaussée, elle dégage. C'est un jeu pendant ta face, un jeu où il va y avoir des retournements de situation jusqu'à ce que quelqu'un atteigne un des 3 objectifs pour gagner la partie. C'est sympa, ça se range dans le petit sachet en tissu, ça coûte légèrement moins cher que Love Letter en plus. Très cool. Puis ça se joue rapide, ça se joue de 2 à... Ah oui, ça je l'avais pas bossé. De 2 à 4 joueurs. Voilà. C'est bien. Voilà. À 2 ça paraît être bon aussi. Voilà. Et c'est fini pour Ringmaster qui était quand même un jeu assez attendu. Voilà. On va retrouver Antoine de l'autre côté de ce beau couloir coloré avec cette zone très bien éclairée maintenant des jeux de rôle pour les jeux de rôle. Et non, je ne suis pas Antoine, si vous n'avez pas remarqué. Antoine, je te remplace juste pour cette fois-là et ça tombe bien parce que je vais vous parler pas vraiment d'une sortie ni vraiment d'un réassort, c'est juste qu'on a complété notre gamme de Tiny. Voilà, alors je me lève rien que pour vous, vous avez de la chance. Tiny, livre de base, des campagnes, des accessoires, on a même l'écran de MJ. Il y a toute la gamme de Tiny au complet. Il nous manque que la boîte d'initiation qui elle est en rupture par contre. Mais elle reviendra. Et surtout cette magnificence. Comme elle est douce. Vous ne pouvez pas le sentir mais vous avez qu'à venir à la boutique pour le sentir vous-même. Des magnifiques bourses en velours doublées à l'intérieur. Voilà, vous avez ces 5 coloris magnifiques. Et on va parler d'autres choses magnifiques et de colorées. Ici. J'espère que tu pourrais mettre une lumière divine là-dessus, mais ça le mérite. Voici tous nos dés, ils sont magnifiques, nous avons les pistes de dés toujours, et vous avez l'embarras du choix. Ici, il n'y a pas tout, hein, il faut le savoir, vraiment, vous avez beaucoup plus. Je pense 3 fois ça. Donc, venez vous remplir les pupilles de ces magnificences à la boutique, et je vais reprendre place dans mon magnifique fauteuil pour laisser la... Qu'est-ce que c'est que... Ah c'est à moi ça, attends, tu l'as retrouvé? J'étais à la recherche de la planète X justement. À la recherche de la planète X, je ne vous l'ai pas présenté et merci parce que je le cherchais. C'est un jeu de déduction. C'est un jeu de la famille des cryptides. Si vous connaissez Cryptides, c'est un jeu qui avait énormément fonctionné il y a de cela 2 ans, je crois, ou c'était Noël dernier, je ne sais plus. C'était il y a 2 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. Hein. Un jeu de déduction comme ça, pareil, sauf que cette fois-ci, ça se joue avec une application. Est-ce que tu peux placer juste sur la table? Merci. Ça se joue avec une application et c'est l'application que vous allez interroger. Dans Cryptide, on a interrogé les autres joueurs qui avaient des informations et la combinaison de toutes nos informations dévoilait l'emplacement du Cryptide. Ici, c'est l'application qui sait tout. On va avoir un plateau circulaire où va y avoir différents secteurs. On va avoir des informations sur les secteurs sur notre feuille disant dans ce secteur il y a 2 planètes naines, dans ce secteur il y a une gazeuse, etc. Donc c'est très porté sur la science de l'espace. Bien sûr. C'est d'ailleurs en partenariat avec la cité, le magazine Espace et Exploration. Ils avaient déjà fait ça, Origame, tu te souviens, sur le jeu Stellar. Le jeu uniquement à 2. Ils étaient déjà en partenariat avec Espace et Exploration. Donc là, on a un thème porté puisque vous êtes des scientifiques qui cherchaient cette fameuse planète X. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des tours de jeu avec des actions. On va pouvoir poser des questions à l'application. On va pouvoir voir des espèces de reportages un peu bidons sur l'application, mais qui font très réalistes, qui vont nous donner des indications sur quel secteur, dans quel secteur il peut y avoir quoi. Et puis par déduction, on va essayer de trouver cette fameuse planète X, sachant que ce que j'ai bien aimé, c'est que le tour de jeu, tu vois, c'est un plateau circulaire. On va retrouver un peu un truc à la patchwork, c'est-à-dire que c'est le dernier joueur qui va jouer sur la piste et le nombre, disons l'action qu'il va jouer va le faire avancer d'un certain nombre de cases et plus cette action lui donnera des indications précises, plus il avancera
de nombreuses cases. Donc plus tu veux une indication précise, genre poser une question seulement sur 3 secteurs, puisqu'il y a je crois jusqu'à 12 secteurs, bah plus tu vas avancer de cases et plus tu vas attendre ton tour avant que les autres joueurs aient tout joué et que toi tu joues à ton tour aussi. Donc si tu veux jouer régulièrement, tu devras poser des questions dont les indications ne seront pas toujours précises, genre sur 10 ou 11 secteurs. Voilà. Donc c'est super bien fichu, Planète X. Si vous aimez les jeux de déduction, les jeux comme ça où on va un peu fumer du cerveau, et ben le jeu est disponible et puis il a aussi pléthore de récompenses. Complètement. Voilà. C'est parti de l'autre côté maintenant. Et on se retrouve pour Monster Expedition, un jeu dans l'univers de Carnival Monster de Richard Garfield. Là, c'est un jeu de Alexander Pifter, donc ça fait quand même 2 gros monstres du jeu de société. C'est un jeu à partir de 12 ans pour 1 à 4 joueurs, et oui, il y a un mode solo, donc c'est moi qui le présente forcément. Et du coup, c'est pour les parties d'environ 30 minutes. Alors je vous montre un peu ce que ça donne sur le plateau. Enfin, sur le plateau, c'est vite dit, il y a surtout beaucoup de cartes. Et ici, vous allez avoir une pioche de monstres. Ici, vous allez avoir les monstres disponibles. Donc là, c'est vraiment la mise en place de début de partie avec les monstres relativement accessibles. Et chaque joueur aura devant lui 4 petits lieux pour chaque type de monstre. Donc il y a les jaunes, les verts, les bleus. J'ai complètement oublié les types de lieux que c'est. Et l'idée, c'est de capturer un maximum de monstres pour faire des points de victoire. Comment ça va se passer un tour? En fait, c'est un petit jeu de prise de risque. Lors de mon tour, je vais pouvoir essayer de capturer un monstre. Alors une carte de monstre, je vous la montre vite fait. Il y a une valeur en haut à droite, celle qu'il faut atteindre en valeur de capture. Et en dessous, on a les points de victoire ici en jaune que me rapporte le monstre, ainsi que des capacités spéciales qui peuvent s'enclencher à un moment précis de la partie, ou du moins du tour. Ce qui va se passer, c'est qu'à mon tour, je choisis une de mes cages. Ces cages pourront bien évidemment être améliorées. Et ça va indiquer en fait le monstre que je peux chasser. Parce que oui, il y a des couleurs. Donc du coup, si je choisis la cage jaune, le campement, pardon, c'est un campement. Campement jaune pour attaquer un monstre, je vais devoir attaquer un monstre jaune. Donc je prends les dés indiqués sur la valeur ici, la plus haute, voilà. Donc je prendrai ce pool de dés là que je vais prendre, je vais les lancer. Je vais en conserver certains, donc là par exemple je prendrai un dé au choix, donc je peux prendre le jaune, donc ici valeur 7, vous le voyez pas très bien je pense, mais il a valeur 7. Je le mets sur le côté, le reste je peux le relancer. Petite prise de risque, pourquoi? Parce que je ne peux jamais conserver 2 dés de même valeur par jet suivant. Donc là par exemple si jamais je refaisais, donc c'est pas possible, c'est pour ça que j'ai gardé le 7, mais si j'avais gardé un 6 et que je refaisais un 6, malheureusement je ne pourrais pas le récupérer. Tous les dés que j'ai conservés pendant cette phase là, je vais faire la somme de tout ça, donc là ça me donnerait 13 si je dis pas de bêtises, merci, et avec 13 du coup je peux capturer un monstre. Donc ici par exemple lui il a une valeur de 11, lui de 12, lui il a une valeur de 10, donc je pourrais capturer l'escargot, je le trouve sympa, donc je vais prendre l'escargot, hop, et je le mets devant moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va se dire parfois, si j'ai pas de chance au dé, qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est qu'en fait, les dés qui ont des valeurs comprises entre 1 et 3 me permettent d'être utilisés pour améliorer mes différents campements. Et là, on voit par exemple le campement jaune sur une valeur de 1, je vais pouvoir le pivoter dans ce sens-là, ce qui fait que du coup, j'obtiens plus de dés noirs. Et après, les campements, ils sont recto-verso. Donc plus on améliore nos campements, plus c'est intéressant pour capturer des monstres de très haut niveau. Voilà à peu près pour Monster Expedition. Et j'ai l'impression d'être tout seul maintenant, mais je ne suis pas tout seul. Pas du tout, regarde, je suis là. Ah, mais voilà. Je vais parler d'un retour en stock assez attendu quand même. Le fameux Tsuro, on vous l'avait présenté il y a un peu de temps, puisqu'il n'avait jamais été édité en France, et pourtant c'était un grand classique il y a de cela 10-15 ans. Et Matago s'est chargé donc de le localiser en France pour la première fois. C'était très attendu, c'est un jeu de Tsuro qui a la particularité de pouvoir jouer de 2 à 8, et c'est écrit 2 à 8 des deux côtés. Bien sûr. C'est un jeu où vous allez tenter de survivre sur le plateau de jeu avec votre petit pion sans sortir. Pourquoi sans sortir? Parce qu'on va jouer des cartes représentant des chemins et que vous êtes obligé d'emprunter les chemins qui sont devant votre pion. Okay. Donc les joueurs adverses vont essayer de vous faire sortir du plateau et vous allez essayer de faire sortir les joueurs adverses du plateau et vous allez essayer de vous faire boucler pour rester vers le centre du plateau pour pas aller sur les bords parce que sur les bords ça commence à sentir mauvais. Oui. Et le dernier en vie, c'est-à-dire le dernier dont il reste un pion sur le plateau, a gagné la partie. C'est super dynamique, c'est très rapide, c'est un petit peu tactique. Les cartes sont super chouettes, le matériel est très sympa aussi. Tsuro est donc à nouveau disponible et je laisse la parole jusqu'à la fin à la ravissante Alice. Et rebonjour. On se croise partout aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter cette magnifique gamme de cartes Zeul. Voilà, si vous avez deviné, c'est le mélange de puzzle et de cartes. Ça porte très bien son nom, vous avez plein d'univers différents, le baiser de Klimt, Brocéliande un peu en style mignon, exploration dans le nord, voilà, il y en a plein. Là, on a ouvert la Dame à la licorne. Voilà, une tapisserie très connue, moyenâgeuse, magnifique. Alors on va avoir d'abord le principe de puzzle, c'est-à-dire que vous allez récupérer
des cartes qui composent ce puzzle et vous allez devoir refaire le modèle de la dame à la licorne. Voilà. Comment? Vous allez devoir des fois juxtaposer des pièces, des cartes les unes sur les autres pour réussir à refaire les bons. Ouais, c'est bon. Après, par contre, ne touchez pas parce que ça va vous péter. Ah bah oui, mais ça après. Oui, ne jouez pas à côté d'un ouragan, effectivement. Exactement. Ne jouez pas à côté de moi, par exemple. Donc voilà. D'abord, vous avez cette première étape de faire le puzzle. Déjà, c'est pas mal dur. Hein, je vous assure, c'est très très dur. Et ensuite, pourquoi c'est un carte puzzle aussi? C'est puzzle dans le sens puzzle game, un peu énigme à résoudre et casse-tête. En fait, dans chaque puzzle, vous allez avoir des défis à relever. Vous voyez, les défis. Vous recommencez l'œuvre à chaque fois pour chaque défi. Donc, le puzzle, vous allez le connaître par cœur. Vous allez le refaire et le refaire et le refaire. Et ben non, vous le connaîtrez pas par cœur parce qu'à chaque fois, on vous dira, cette fois-ci, vous composerez toute l'image, mais en faisant apparaître qu'un seul chien. Alors que d'habitude, il y en a plusieurs. Donc vous allez devoir les juxtaposer pour qu'il n'y en ait qu'un qui apparaisse et que l'autre soit disparu, etc. Donc vous allez avoir plein de défis à faire et qui vont refaire totalement le puzzle. Donc je m'arrête juste sur le fait qu'en fait, ils sont recto verso les. Ah oui. Ah, donc attends, il y a 2 œuvres dans une boîte. Mais exactement. Génial. Hop, dame à la licorne. Oh, mais c'est trop bien. La licorne dans son enclos. Oui, okay. J'ai traduit. Génial, c'est du puzzle avec du casse-tête. Voilà. C'est hyper original, c'est très portatif comme vous pouvez le voir, dans un véritable mouchoir de poche. Et voilà, vous avez plein d'univers différents. Moi, personnellement, le Klimt et le Brocéliande, c'est mes 2 coups de cœur, je les ai pris à la maison. Voilà, on va enchaîner, on va sortir de cet univers et on va aller chez les enfants. Avec cette magnifique pièce de jeu. Voilà, c'est un magnifique édifice, architecte confirmé. Nous sommes au château Badabou. Voilà, château Badabou à partir de 5 ans et jusqu'à 9 ans. En vérité, nous on s'est éclaté, on y joue à chaque fois au bord du comptoir avec Antoine et Alex. C'est signé Roberto Fraga. C'est Roberto Fraga, merci, distribué par Gigamic. Voilà, c'est une course et prise de risque. Chacun va incarner un petit fantôme. On va débuter tout en bas du château et le but est d'être le premier arrivé en haut. Ah oui, ici là. Voilà. D'accord, comment on joue? Comment on joue? Eh bien, on va jouer avec ce dé. Voilà, magnifique dé. À son tour, on le lance et on va faire ce qui est marqué dessus. Bah là, il y a marqué un 1. Je prends mon fantôme et je l'avance d'une case. D'accord. Voilà. Prochain joueur, il lance, etc., etc. Oh, intéressant. Qu'est-ce que c'est ça? L'autre joueur, déjà, on va avoir 2 points de règle rien qu'avec ce lancer. C'est trop fort. Déjà, le prochain joueur avance de 1. Mais il y a déjà quelqu'un sur le 1. Qu'est-ce que je fais? Je vais à la prochaine case vide. Ah ouais, d'accord. Je te double, t'as vu? Okay. Et en plus, il y a la petite roulette. La petite roulette, c'est quoi? Eh bien, c'est le haut du château. Je le tourne. Oh, ça fait tomber des billes. Non, ça a défoncé un peu tout le monde. Voilà, les personnes qui sont tombées retournent tout en bas, mais au coin lié à là où ils sont tombés. Oui, tout à fait. Il y a des coins au-dessus, on le voit. Voilà. Des petits Par exemple, ici, si vous tombez là, vous tombez ici, dans ce coin-là, vous reprenez à ce coin-là d'étoiles. Vous reprenez pas tout en bas, hein, parce que sinon c'est vraiment sans fin et très punitif. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il y a des raccourcis sur le côté. Oui, oh, t'arrêtes de me couper là, tu m'enlèves tout le fun de ce jeu. J'aime bien aussi, il a l'air cool. Oui, il est génial, on n'arrête pas d'y jouer. Mais laisse-moi expliquer ça, moi. Pardon. Donc du coup, ces petites billes, elles nous touchent pas vraiment quand on est sur le chemin classique, mais on peut décider du coup d'emprunter ces petits raccourcis qui sont sur le côté. Vous voyez, au lieu de faire toutes ces cases-là, en 2 mouvements, vous avez passé ce tronçon. Mais, vous finissez là, et ben les billes, comme vous voyez, elles vont vous décagner très facilement. Et donc, hop, vous retombez, etc. C'est une prise de risque. C'est quoi la flèche rouge? Ah, mais... tu spoiles tout, hein. Je pose les questions. Ouais, un vrai enfant. Quand vous finissez sur la marche cassée, ici, là, elle est cassée, vous glissez jusqu'à cette case-là. C'est très clair, hein. Voilà. D'accord, ok. Donc, il y a des fois où, on avance beaucoup, j'ai avancé de 3 et paf, je tombe. Et voilà, on continue comme ça, jusqu'à ce que quelqu'un ait réussi à atteindre le haut. C'est trop chouette. Et ben voilà. Oh non, je suis tombée. Je remonte là. J'adore ce jeu, c'est génial. Cool. On continuera à y jouer à chaque fois que la boutique est un peu vide. Parfait. Et sinon, on va enchaîner sur... Eh bien, c'est pour ça que j'étais à Magic Market. En fait, c'est un acte manqué. C'est par les Fées Hilar et c'est par Loki encore. Voilà. En une semaine, ils nous ont gâtés de 2 jeux. Donc les Fées Hilar qui sont les autrices de Magic Market, entre autres, que je vous ai présenté la semaine dernière. Et Loki avec leur gamme pour enfants de chez Yellow. Donc à partir de 5 ans. Teen Story, c'est un jeu d'histoire, tout simplement, à partir de 5 ans. Okay. Qui va un peu apprendre et pousser l'enfant à écouter les autres. Parce qu'à cet âge-là,
écouter l'autre, se poser, vraiment écouter avec attention, c'est pas trop leur fort. Donc là, Oui. ça va les forcer à faire ça. Pourquoi? Eh bien, on va avoir plusieurs narrateurs qui vont raconter à un auditeur. Voilà. Ils vont raconter une histoire avec plein de cartes. Ils en ont dans leurs mains et ils vont en choisir une. Ils vont la poser sur la frise, ici, face cachée. Il y a plein de cartes, il y a 2 thèmes distincts. Il y a fantastique, magique et il y a plutôt héroïque. D'accord, Voilà. ok. Donc vous pouvez même mixer les deux, vous aurez vraiment des ambiances différentes. Donc vous allez prendre une de vos cartes dans votre main, la placer face cachée et raconter un truc, un début d'histoire qui a un rapport, ben là c'était avec les arbres. Donc voilà, il était une fois dans une forêt enchantée. Bien Je peux sûr. même plus broder autour, hein, si je veux donner plein de détails sur cette forêt. Ouais. Et ben un autre narrateur va rajouter une autre carte et va continuer l'histoire. Ok. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait rempli la frise, sachant qu'on peut agencer de nouveaux morceaux de frise pour plus de difficulté, faire une histoire plus longue. Ça c'est vachement cool pour les plus vieux, les enfants plus âgés. Et une fois qu'on a fini l'histoire, on va récupérer les cartes qui auront servi à l'histoire, les mélanger avec d'autres qui n'auront pas été utilisées pendant Ok. l'histoire, et on va devoir, enfin l'auditeur va devoir retrouver les cartes qui ont été utilisées et les agencer dans l'ordre. D'accord. Et il gagne des points s'il y arrive. Ok, ouais, d'accord. ok. Voilà, un peu de mémoire et beaucoup d'écoute. Faut écouter attentivement pour bien se souvenir que c'était un chevalier et non pas un chevalier déculotté. Vous voyez, il y a des trucs un peu loufoques des fois. Ouais, c'est piégeux, d'accord. Voilà, Très c'est cool. Team Story, c'est hyper mignon. C'est Eh oui. vachement cool sur l'imagination. J'aime beaucoup l'imagination. Parfait. Alors, on avance cette fois derrière le comptoir. Alors, Eh bon, oui. Alex nous a pris beaucoup de place, hein, voilà, on va enlever ça. Derrière le comptoir, on va continuer avec les petites nouveautés quand même. Le Pokémon, c'est une denrée rare et très appréciée et très recherchée dans notre temps. Rosemary, c'est un pack avec 7 boosters dedans, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et plein de petits gadgets en plus. Ouais. Il y a des marqueurs d'état spéciaux, un étui à cartes, Rosemary, enfin voilà. C'est une boîte vraiment centrée autour de ce personnage que personnellement je n'ai jamais connu. Hein. À mon époque, ça n'existait pas. Rosemary n'était pas encore là. Elle est arrivée maintenant. Donc la voici. Nous avons des boosters encore, d'évolution céleste. Oui. Il n'y en a plus beaucoup. Voilà, précipitez-vous, il nous en reste encore, c'est un miracle. Et nous avons 2 coffrets qui sont sortis avec un poney noir et violet C'est et un le beau coffret. poney de Coffret glace. Silveroy. Silveroy, chevalier du froid. Silveroy. Cavalier du froid, je ne sais pas lire. Voilou. Hop, ça c'était les nouveautés. Maintenant on va faire le petit réassort parce qu'il y en a quand même. Hein, à Oui. part le Tsuro, autre chose. Il y a le défi de la reine avec Oui. la recommandation de Alex. C'est trop bien. C'est un jeu solo, ça Voilà. défonce, lancez les dés. Et résolvez Application, des défis. Oui, voilà. C'est une application qui vous permet en fait à chaque fois de combattre des ennemis. C'est génial. bien. Si vous connaissez pas ce jeu en mode solo, c'est un jeu uniquement solo. Hein. Ouais, Et c'est trop bien. c'est pour ça qu'il y a ta tête dessus. Oui. On a le retour en stock de Quickle. Voyage. Le Gvirk. Le Gvirk. Voyage. Édition voyage. Voilà. Ensuite, on a le retour de Agricola, 2 joueurs. Yes. Que Alex, d'ailleurs, tu m'as dit que tu préférais. Ouais, moi je préfère Classique. celui-là parce qu'en fait la grosse différence c'est qu'on gère les enclos avec des petites tuiles où les effets sont déjà marqués dessus donc il n'y a plus de cartes. Et ensuite on gère que les animaux. Et moi j'adore les animaux. Il n'y a plus le blé et les potirons là, les légumes, ça c'est fini. Ils ont gardé le meilleur. On garde juste le principe de l'élevage en fait. D'accord. J'aime beaucoup. Et Super Meeple nous a réédité un à la gloire d'Odin. C'est très lourd, hein, c'est très très large. La gloire d'Odin dans le monde des Vikings. Vous incarnez des Vikings, hein. Vous pillez, vous partez à la chasse, vous lancez des raids, vous saccagez, vous construisez quand même des maisons, hein, des fois, et vous conquérez des nouvelles terres. Voilà, un Intéressant. bon gros jeu expert, hein, ça, et Ah oui. gros jeu. Et c'est signé Uwe Rosenberg. Oui, bah oui. Voilà. C'est sans surprise. Bien hein. sûr. On est resté dans le même thème, hein, regarde. Complètement, ouais. C'est intéressant, tiens. Ne serait-ce pas le même auteur. Ah bah si. Oh, Tiens. oh. Quelle coïncidence. Voilà. Et c'est bon pour moi. Wow. Ok, d'accord. C'était un sacré retour de vacances. Hein. Merci les éditeurs, merci à Thomas d'être de retour et de nous présenter les 3/4 de la vidéo. Et on vous retrouve bientôt la semaine prochaine, ou en boutique, ou sur Instagram. Et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Quand tu veux. Bon, les nouveaux. Bah vas-y, ça continue de tourner. T'inquiète, vas-y, reprends. Vas-y. Ah non. Attends. Tu veux que je refasse Ouais, vas-y. Allez. Ça va.